Donc j'y vais. Donc sur Run, ça marche toujours mieux. Donc nous allons reprendre nos travaux célébrant le centenaire des CCFS, qui sont, comme toutes les célébrations d'anniversaire, l'occasion de se pencher au présent sur le passé pour mieux envisager l'avenir. Je crois que toutes les interventions de ces deux journées, de manière très complémentaire, répondent à ce projet fondamental pour une institution comme pour nos disciplines et pour nos enseignements. Alors je suis très heureuse, après une journée, une matinée très riche en échanges et en apports, de présider cette avant-dernière séance. Je suis aussi très impressionnée parce que je serai maître du temps, donc je serai intraitable, si tant est que je sois capable de l'être, sur le temps. Et je vais très vite laisser la parole à Dominique Abri, après les traditionnels quelques mots d'introduction, maître de conférence honoraire en didactique du FLE de l'Université Grenoble-Alpes, après avoir soutenu une thèse en ethnolinguistique sur les rapports entre la langue et l'identité. Sa recherche porte sur l'oral, essentiellement sur la grammaire, avec 5 ouvrages pour les niveaux A1 à B2, de B1 à B2 du cadre européen, et sur la phonétique française et la correction phonétique, 6 ouvrages ont été publiés. En 2007-2008, elle a publié avec plusieurs collègues une méthode actionnelle, ici 1 et 2, et elle anime encore des formations d'enseignants. Depuis quelques années, avec Catherine Lepide, elle mène une réflexion sur la pédagogie des classes multiniveaux. Nous vous écoutons avec très grand plaisir. Bonjour, alors je suis très contente d'être ici. Je remercie beaucoup Bernard de m'avoir invitée et de parler d'une des choses qui a été pour toute ma carrière, parce que vous avez entendu par la présentation très sympathique que j'ai eue, à savoir que j'ai travaillé à la fois sur la grammaire et sur l'oral, puisque dans la grammaire, j'ai voulu vraiment développer l'oral. Et Bernard, quand il m'a rencontré, il m'a dit tu as le choix, tu peux faire phonétique ou tu peux faire grammaire. Et donc j'ai choisi de faire phonétique parce que c'était vraiment au départ peut-être ma première tentative, puisque vous avez vu que j'avais fait une thèse en ethnolinguistique, que j'ai abandonnée, j'avais abandonné avant la première thèse, qui était une thèse sur la phonétique justement pure, puisque j'avais une formation de linguiste. Et j'avais été très intéressée donc, de travailler sur l'analyse de la dialectologie, puisque j'avais fait une étude justement sur le franco-provençal. Vous savez, cette troisième zone linguistique qui se trouve entre Lyon et Genève, puisque je l'avais fait parce que pour des histoires familiales, c'était assez émouvant. Et puis finalement, je suis tombée dans le français langue étrangère et j'ai trouvé ça tout aussi passionnant. Et donc, je me suis mise à enseigner, et en enseignant la langue, j'ai vu que mes connaissances en linguistique pouvaient apporter quelque chose sur l'enseignement. Et ce qui m'a tout intéressée, donc on a commencé avec une collègue, je ne vais pas faire le livre toute seule, donc j'ai publié un certain nombre d'ouvrages, à chaque fois avec l'idée d'essayer de faire quelque chose qui pouvait faire du savoir savant, du savoir enseigner. Donc la transposition didactique a vraiment été quelque chose qui a, tout au long de ma carrière, m'a vraiment interpellée. Parce que, et je trouve que justement, j'essaierai de faire un état des lieux de la correction phonétique, parce que je crois qu'il y a encore il y a des faits acquis qui marchent, comme on l'a dit qu'il y a des choses qui marchent, mais il y a encore un certain nombre de questionnements. Alors, je vais commencer par un peu d'histoire, parce que nous sommes dans un colloque historique, sur l'histoire de ces 100 ans, et je vais vous parler de dire que la phonétique existe vraiment, enfin, au niveau de la méthodologie, je ne vais pas remonter très loin, mais je vais parce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas complètement sur cette période-là, sachant qu'à l'époque, sur l'Inde, on savait déjà que dans la grammaire, il y avait une description de l'oral. Dans la première grammaire de la langue indo-européenne du centre de l'Indie, il y avait déjà, donc avant Jésus-Christ, il y avait déjà une partie qui était la description orale de la grammaire de l'Indie. Donc on voit que la phonétique, au départ, était insérée dans la grammaire. Mais je remonterai simplement au début du XXe siècle, c'est déjà normal, et je vous parlerai d'un monsieur qui est très important, qui malheureusement est oublié, qui s'appelle au départ, dans ce qu'on appelait la méthode directe du début du XXe siècle, qui s'appelle Théodore Rosset. Alors il faut savoir qu'au départ, pourquoi il y a eu ce changement phonétique? Il y a eu un changement parce qu'il y a d'abord les appareils qui apparaissent, et puis deuxièmement, il y a l'alphabet phonétique international qui est créé,
Donc il y a cette mutualisation des phonéticiens dans le monde qui veulent avoir un alphabet commun. Donc tout ce mouvement, et c'est vraiment des théoriciens qui se penchent sur la phonétique et qui vont se pencher après sur la phonétique appliquée. Donc moi, j'ai fait partie vraiment du courant de la suite où il y a ce passage entre la phonétique et la phonétique appliquée. Donc on a ce monsieur Théodore Rosset qui est, on pourrait dire, puisque moi j'avais un poste de maître de conférence en didactique et en phonétique de l'oral, je pourrais dire que ce monsieur était le premier maître de conférence de phonétique à Grenoble en 1905. En 1902, il a eu son poste en 1902, et il a inventé le premier laboratoire. Ce qui est, et avec, vous savez, ces fameux appareils avec un grand, vous savez, quand on voit avec un grand, comment on appelle ça, un cornet, voilà, et il avait rajouté des tuyaux en caoutchouc, et c'était des tables arrondies, et tous les étudiants écoutaient le même disque. Vous savez qu'à l'époque, c'était des disques en cire, et les étudiants écoutaient ce disque en cire à 5-6 autour de la table, grâce à ces tuyaux en plastique. Donc on peut dire que c'était le premier laboratoire de phonétique. Voilà. Et donc lui, il a beaucoup marqué, il a fait donc, je vous en cite un des livres, Exercice pratique d'articulation et de diction française. Voilà, et c'était en 1905. Bon, donc on voit déjà que la phonétique existe et on pense qu'il faut cet aspect sonore. Après, il existe les méthodes structuro-globales et visuelles, il y a l'apparition de la phonologie et c'est là où on voit une deuxième ouverture, puisque à l'époque de Rosset, la phonologie n'existait pas encore, la phonologie existe, et là on se met à se dire qu'il faut faire la différence entre la différence de son qui fait différence de sens, et puis on va travailler aussi en fonction de l'origine linguistique des apprenants. Donc on a, je vous cite plusieurs personnes que vous connaissez peut-être, vous connaissez certainement Léon, parce qu'il a été très très connu avec sa femme, c'était un couple infernal, le mari et la femme c'est beaucoup plus, Monique s'est beaucoup plus intéressée sur la pratique, et son mari beaucoup plus sur la théorie. Et c'est intéressant, on a vraiment cette relation entre la phonétique théorique et la phonétique appliquée. On a Campanis, par exemple, je vais un autre exemple qui est sur l'espagnol, vous en avez d'autres qui ont travaillé pour les arabophones, donc on a des ouvrages, plusieurs ouvrages, qui sont vraiment centrés, puisque la phonologie a distingué les sons, différences de sons, différences de sens, et les sons dont les apprenants n'arrivaient pas à saisir, puisque ce n'étaient pas les phonèmes dans leur langue. Voilà. Je vais en rajouter un quand même plutôt spécifique, c'est Pierre Delattre. Alors je citerai Pierre Delattre pour terminer, parce qu'en 1951, bon, alors ce qui est intéressant, c'est que Théodore Rosset et Pierre Delattre, a priori, sont tous les deux venus à Paris, à la Sorbonne, comme étudiants. A priori, d'après ce que j'ai lu dans les ressources. Donc c'est aussi un lien par rapport ici. Et Delattre, lui, après sa formation, il est parti aux États-Unis, il a fait toute sa carrière aux États-Unis, et il a été justement très sensibilisé à donc, la phonétique théorique, la comparaison des langues, et le travail sur à la fois ce qu'on pourrait dire la phonologie, mais aussi sur la phonétique. Il a montré qu'il ne fallait pas simplement rester au niveau de la phonologie, il fallait aussi descendre au niveau des phénomènes phonétiques qui se passent dans la langue, c'est-à-dire selon l'entourage consonantique ou vocalique, selon l'intonation. Il a vu qu'il fallait aussi rentrer dans des événements, hein, des traits particuliers selon le contexte. Voilà. Bon, on a parlé beaucoup à cette époque de crible phonologique. Voilà. On saute après, puisque moi, mon histoire me fait sauter, hein, bien sûr, il y a le fameux courant des approches communicatives. Et là, c'est intéressant, il y a tout d'un coup une rupture. C'est vrai qu'on avait fait beaucoup d'exercices de phonétique, il y avait le laboratoire, il y avait les exercices structuraux, on travaillait sur vraiment sur la compréhension. Et là, les approches communicatives disent tout d'un coup, ah non, la phonétique n'est plus nécessaire. Donc les deux premiers ouvrages qui ont été très bons moteurs, qui sont sortis au début des années 80, qui sont Archipel, que je connaissais tous, avec Madame Courtillon et Sabine Raya, il n'y a que 2 petites pages de phonétique à la fin de l'ouvrage. Vraiment, il n'y a plus du tout d'exercice, d'entraînement, de discrimination, etc. Le deuxième, c'est celui du Carte sur table de Riche et Sutter, en Suisse romande. Et là, il n'y en avait pas du tout. Et j'avais discuté, alors c'est trouve que j'ai connu les 2 personnes, on a fait des formations ensemble, et tous les deux m'ont dit, ah non, la phonétique, non, ça n'a aucun intérêt,
il faut laisser chaque étudiant trouver sa phonétique et garder son accent personnel. Bon. Donc, il y a eu une réaction naturellement des professeurs qui ont remonté aux éditeurs en leur disant ah non, la phonétique, il faut que ça existe, c'est pas possible. Et on voit progressivement la phonétique reprendre sa rubrique dans les manuels qui paraissent, et notamment après avec la perspective actionnelle dans les années 2000, il y a de nouveau une rubrique phonétique dans tous les manuels. Alors, elle est dans le CECR qui part en 2000. On voit bien que dans les différentes compétences générales et compétences communicatives, vous voyez bien que la phonétique apparaît, la compétence phonologique, à l'intérieur de la compétence linguistique, et en parallèle, si vous voulez, à la compétence grammaticale, lexicale et orthographique. Voilà. Donc, elle a retrouvé en 2000, dans le cadre européen, elle a retrouvé sa place, et donc sa place forcément dans le cours de langue, si l'on veut que les étudiants arrivent à communiquer en français langue étrangère. Alors, point négatif, alors je suis désolée, mais je vais parler un petit peu, j'avais un tableau, mais le tableau a sauté, alors, bon, je pense que vous devez le connaître, le tableau qui parle, qui fait depuis A1, les descripteurs de A1 jusqu'à C2, et... Appuie avec une autre fois, parce que... Non, parce que c'est Jean-Yves qui m'a dit que ça avait sauté. Ah bon, parce que ça m'a fait, mais on appuie, il y a bon, c'est pas grave. Donc, c'est pas grave, on s'adapte, c'est comme la dame, elle m'a dit, il faut s'adapter quand il y a des problèmes. Mais je pense que, voilà. Mais je pense que vous connaissez, les descripteurs sont à chaque niveau pour la maîtrise phonologique, et on s'aperçoit que pour C1, C2, on dit que c'est la même chose. Alors, est-ce que vraiment la phonétique pour C1, C2 est la même chose? D'accord? Il y a marqué idem. Bon, il y a quand même une différence entre le niveau C1 et le niveau C2. Et puis, dans les descripteurs en dessous, on a pour B1 marqué prononciation et une intonation naturelle, claire et naturelle. Je ne sais pas si vous savez ce que veut dire une intonation claire et naturelle. Donc, il se trouve que quand on regarde les descripteurs, ça reste flou et même incomplet. Mais il y a des points positifs. Hein, grâce à la numérisation et le fait que on a pu avoir de plus en plus de documents audio et vidéo dans le méthode. Donc, je ne sais pas si vous aviez vu, quand on pense qu'au 19e, quand les professeurs enseignaient, ils avaient seulement leur livre, le tableau noir et une craie. Et quand l'élève ressortait, il n'y avait plus le son du professeur. Donc il faut s'imaginer que maintenant, vous vous rendez compte, vous avez l'élève qui entend le professeur, bien sûr, qui entend les manuels, etc., avec une multitude, et quand il rentre chez lui maintenant, on va s'apercevoir que de plus en plus les manuels donnent des choses aux élèves qui seront à la fois le sonore, avec le visuel, parce qu'on sait que le visuel aide énormément à la compréhension du message, et vont permettre aussi une variation des thématiques, une variation des situations, et une augmentation du temps d'exposition à la langue. Donc c'est une ouverture au sonore. Moi je peux vous dire, j'ai fait la première des premiers temps, quand je l'ai sorti en 1980, la première mouture qui était seulement de l'université, pas chez un éditeur, on était trop timide à l'époque, on est sorti avec une cassette, vous savez, des cassettes. Et on nous avait dit, ah non, vous ne pouvez pas dépasser 60 minutes, c'est très très cher, parce qu'il faut un laboratoire, et maintenant, avec le temps, alors après la cassette, est devenu un CD, et du CD maintenant c'est devenu un MP3. Et maintenant l'éditeur vous dit, vous mettez tout le sonore que vous voulez. Donc, moi, j'ai fait un certain âge, mais je veux dire que en 40 ans, j'ai vu une différence entre ce que les éditeurs se positionnaient par rapport au son qui est incroyable. Et pour nous, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que ça permet, quand vous faites votre transposition didactique, quand vous essayez de savoir ce que vous voulez mettre, ce que vous voulez choisir et comment vous allez l'organiser, si vous n'avez plus de limites en temps, c'est extraordinaire. Alors qu'à un moment donné, la première édition, nous avions dit, ben ça on le supprime, ça on le garde, parce qu'on nous avait dit que c'était trop, il y en avait trop. Donc il fallait choisir. Et c'est terrible de choisir parfois. Ce qui est intéressant aussi maintenant dans l'évolution, donc on a à la fois le livre de l'élève qui explose, et on a deuxièmement, alors je vous parle de 2000 à 2010, hein, après de 2010, vous avez encore une nouveauté, c'est le cahier d'exercice. Avant le cahier d'exercice, il n'y avait que des textes écrits.
Et maintenant, vous avez un texte, un exercice avec du sonore. Donc, ça augmente encore l'élève, non seulement son sonore, son livre, du sonore, du cahier d'exercice. Et, encore une dernière nouveauté, que je ose dire que nous avons fait avec ma collègue Marie-Laure, c'est que nous estimons que le corrigé, parce que vous savez, il y a toujours ces petits bouquins qui sont dans les livres de grammaire, etc., c'est du papier, normalement. Et nous avons décidé avec Marie-Laure, pour la grammaire des premiers temps, de faire un corrigé oral. Alors, pas pour tous les exercices, mais pour certains exercices, nous avons inventé une nouvelle consigne qui s'appelle « Écoutez pour vérifier ». Et ça change énormément les choses, parce que si vous voulez, là, le fait que c'est pas cher, vous voulez, vous faites dire, on a demandé à l'éditeur, on a dit, mais finalement, si c'est pas cher le sonore, est-ce qu'on peut faire le corrigé des exercices, de certains exercices? Donc vous voyez qu'on a, grâce au développement, si vous voulez, du matériel, si vous voulez, je ne sais pas si le mot matériel est bon, on a une possibilité, quand vous êtes concepteur, quand vous êtes didacticienne, quand vous voulez, méthodologue, pédagogue, ce que vous voulez, moi les termes, peu importe, ça vous pose la question, parce qu'il n'y a rien de tel que d'enseigner. J'ai enseigné pendant plus de 10 ans la langue française, à tous les niveaux, de A1 jusqu'à C2, et on peut pas, ça me semble fondamental pour pouvoir concevoir des ouvrages. Donc j'ai pu concevoir des ouvrages parce qu'à la fois j'avais enseigné, mais à la fois j'avais pris du recul au niveau théorique pour savoir. On passe sans arrêt de cette théorie à la pratique et de la pratique à la théorie. Parce que c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'il y a des choses qui sont écrites en théorie, et quand on les teste en classe, des fois on a des surprises au niveau des réactions de certaines nationalités. Voilà. Par exemple, je pense que ça vous est tous arrivé. Je vous donnerai juste un exemple, parce que c'est la fin, puis qu'il faut se décontracter un petit peu là. J'ai toujours été... je vais prendre un exemple en grammaire. Pour moi, vous savez que les temps du passé, du présent et du futur, ça pose toujours des problèmes. C'est pour ça que je me suis beaucoup concentrée sur l'analyse des temps. Le système temporel d'une langue à l'autre est très différent, mais je me disais que la gestuelle était la même. Et quand vous dites le passé, si je vous demande où est le passé, vous êtes d'accord. Donc on disait aux élèves, il y a le futur, il y a le présent et il y a le passé. Et une fois, j'ai un élève de l'Afrique anglophone, qui me dit, je dis aux élèves, voilà, vous comprenez, on va travailler le temps du passé. Et je lui dis, où est le passé? Alors il me dit, mais le passé, il est là. Il me montre ses deux mains. Et je lui dis, là, il me dit oui, parce que je le vois. Et là, j'ai compris que, même au niveau de la gestuelle, vous aviez parfois des problèmes. Bon, je le savais pour mon œil, des choses comme ça, qui sont des expressions idiomatiques. Mais par rapport à la gestion du temps, c'est vrai qu'on peut comprendre ou penser que le passé, c'est quelque chose que je vois et qui est devant moi. Et non pas. Donc la gestuelle, elle est intéressante quand vous travaillez sur l'axe et vous faites comme ça. Pour parfois certains élèves, ça ne signifie strictement rien. Donc ça vous remet à... C'est pour ça que la pratique, si vous voulez, vous avez la théorie, et puis vous avez la pratique, et que cette pratique va nourrir votre théorie, si vous voulez. Vous ne pouvez pas sans arrêt ne faire que descendre et monter. Voilà, je continue. Alors, maintenant, ce qui est bien dans le DELF et le DALF, c'est que dans la maîtrise du système phonologique, on appelle maîtrise du système phonologique, hein, il a changé de nom à un moment, on a 3 points sur 25. Vous allez me dire que 3 points sur 25, c'est peut-être pas beaucoup, mais la production orale, il y a toujours 3 points sur 25, quel que soit A1, A2, B1, B2, C1, c'est toujours 3 points sur 25. Alors que le lexique et la grammaire changent de nombre de points. Vous voyez qu'en C1, C2, par exemple, la morphosyntaxe a 5, alors que plus bas, elle n'aura que 4. Et puis en plus bas, elle n'aura que 3. C'est tout marqué. Donc, vous voyez, alors que la phonétique, on considère, quel que soit le niveau, on peut laisser toujours le même chiffre de 3 points. Bon, 2 petites remarques à cette période de début des approches actionnelles. Je dirais même actuelles, c'est en train un tout petit peu de changer depuis 2018-2019, hein, c'est très récent. La phonétique est presque absente des niveaux C1, C2. Pourquoi? Est-ce que ça veut dire qu'on a fait le tour de la phonétique? Avant, elle était déjà absente en B2. Maintenant, elle est nouveau présente en B2. Voilà. Alors,
on peut se poser des questions. C'est que quel contenu pour du B2? Donc il y a une réflexion qui est à pousser, et je pousse, il y a des jeunes qui ont envie de faire des thèses sur la phonétique au niveau avancé. Je pense que ça serait très intéressant là-dessus. Il n'y a pas d'ouvrage de correction phonétique pour le niveau C1, C2. Hein, il se trouve que j'ai fait des ouvrages chez Hachette, j'en ai fait 3. Chez Clé, alors chez Hachette, nous avons été que jusqu'à B2, parce que Hachette c'était la commande, ils ne voulaient pas qu'on aille plus loin que B2. Et quand nous avons fait un livre avec ma fille, j'ai eu la chance de faire un livre avec ma fille, pour chez Clé International, là on nous a dit qu'on pouvait aller jusqu'à C2. Donc nous avons pu aller jusqu'à C2. Voilà. Donc ça nous a demandé une réflexion de savoir qu'est-ce qu'on mettait en correction phonétique, en travail sur la langue, pour un niveau C1, C2. Mais c'est pas... il faut un peu monnayer, hein, il faut discuter pour avoir un niveau avancé. La grille. Donc la grille est quand même très simple, il manque de descripteurs. Hein. Alors je vous montre, mais je vous la faire très vite, c'est trop petit. Il se trouve que très tôt, moi j'avais connaissance de grilles qui avaient été faites, parce qu'en France il n'y en avait pas, qui ont été faites au Canada, que je trouvais en 87. Vous voyez que les Canadiens ont toujours été un petit peu en avance en didactique des langues. Hein. Et donc je travaillais, quand je faisais mon cours de master en didactique de la correction phonétique, on travaillait sur les grilles qu'avait fait le Canada, sur comment, avec cette différence entre la prononciation et la prosodie. Ils classaient chaque fois entre 1 et 6. Hein. Vous regarderez, parce qu'on n'a pas le temps, il faut aller vite, donc vous regarderez, mais c'est assez intéressant. Moi j'avais trouvé qu'il y avait une réflexion qui manquait en France sur les critères pour classer du plus hésitant, du plus haché, du plus fluide, mais il nous fallait des critères. Alors, bonne nouvelle, et ça c'était en 87, vous voyez que les Canadiens étaient quand même en avance. 87, d'avoir une grille qu'on peut critiquer, bien sûr, qu'on complète, qu'on modifie, hein, mais il y en a. C'est pas l'absence. Oui, d'accord. Le volume complémentaire 2018, et il apporte des choses. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle maintenant de maîtrise du système phonologique et non plus maîtrise de la prononciation. C'est intéressant, d'accord? Et puis, ils mettent en premier les sons et en deuxième l'intonation, le rythme et l'accent. J'aurais tendance à dire que la prosodie est prioritaire au son. Donc, si vous regardez dans le volume complémentaire, il y a un grand tableau. Je ne vais pas faire parce que c'est en tout petit caractère et ça aurait donné pas grand-chose. Dans le livre d'édition, ce sera peut-être plus clair. Moi, j'inverserai les deux colonnes. Je mettrai les... Mais on a... Et ils ont reconnu qu'au niveau des descripteurs de 2001, l'échelle phonologique a été moins réussie. Donc, il y a un bilan. Alors, bien sûr, le rythme est important. Je vous fais une citation du livre. Les méthodes de correction, c'était le deuxième point. Méthode verbotonale, tout le monde la connaît. Méthode des autres. Alors, on va voir que c'est une liste, hein, de tout ce qui existe actuellement, et je suis pour tout utiliser, si vous voulez, pour travailler la correction phonétique et l'audition en classe. Donc, le site de Villiers est très bien, hein, mais je serai avec Michel Villiers, c'est très bien, il ne faut pas faire que du Villiers. Donc, il faut à la fois travailler la phonétique acoustique, mais elle est nécessaire, mais pas, à mon avis, suffisante. Il faut faire des oppositions phonologiques, ça c'est sûr, parce qu'il y a des sons sourds, il faut leur apprendre à entendre, mais il faut faire aussi de la théâtralisation. Le paysage sonore d'Elisabeth Lotte est très intéressant, tout le travail sur la psychodramaturgie est aussi très intéressant, et puis, donc savoir travailler l'émotion, travailler des textes qui ont du sens. Il faut aussi faire la phonétique articulatoire. L'ordre n'est peut-être pas le meilleur, il aurait fallu commencer par phonétique articulatoire, je l'ai mis en bas. Mais j'en rajouterai quelque chose qui est intéressant dans la méthode articulatoire. Tous les schémas que vous regardez, on vous parle de voyelles arrondies et non arrondies, ou labiales ou étirées. Et jamais on vous parle de protruse. Et c'est une erreur. L'avancée des lèvres, ça c'est... Quand vous faites de la phonétique théorique, on fait maintenant des mesures sur l'avancée des lèvres en français. Ce n'est pas utilisé en didactique des langues, c'est une erreur. Vous devez vous mettre légèrement de profil pour que vos élèves voient l'avancée des lèvres. Parfois, pour obtenir un meilleur U, c'est pas seulement leur dire fais un petit rond, non, il faut aussi qu'ils protrusent, enfin c'est pas joli, projette. Alors avec mes élèves, naturellement, je ne parle pas de protrusion. On parle de projection. Et quand vous lisez dans les manuels de phonétique, on parle de voyelles protruses.
Alors, vous avez le livre très intéressant de Lebel, que vous devez connaître. Sur lui, il fait une synthèse de toutes les méthodes. Et puis, vous avez, je vous ai mis aussi, qui est intéressant, de travailler aussi les logatomes. On a complètement oublié de travailler sur les logatomes, ça veut dire travailler sur des suites de sons qui sont fréquentes en français, mais qui n'ont pas de sens. Il faut travailler sur les logatomes. On trouve que c'est pas bien. Approche communicative et approche actionnelle veulent absolument travailler le sens. Moi, je travaille le sens. Mais de temps en temps, on peut s'amuser à travailler des suites de sons, parce que le français a l'habitude de travailler ces suites de sons. Hein, et notamment, ça nous fait rencontrer le problème des géminés, qu'on peut travailler avec des niveaux avancés. Hein. Il est dedans, c'est pas évident. Et si je vous dis, par exemple, j'entendrai grâce à une dimension émotionnelle. Donc, point suivant, je dis qu'il faut une nécessité de prendre de distance par rapport au CSRF 2001. Les activités les plus mécaniques de conservation de sens, la répétition, d'accord, oui, j'ai 2 minutes. La dictée, la lecture à haute voix, la transcription phonétique sont actuellement décriées. D'accord? Je ne suis pas du tout d'accord. Je pense que la lecture à haute voix est fondamentale pour faire la phonétique, donc je crois que là, il faut revenir. Je dirais aussi l'importance des neurosciences et de travailler sur les textes. Je ne m'apprentisse pas parce que j'ai plus beaucoup de temps, d'accord? Il est important que l'apprenant entre dans la langue, son lexique, sa grammaire, son phonétisme, à sa manière, il a sa logique, ses classements, ses attirances. Faites attention, vous avez une phrase de Nancy Houston que j'aime beaucoup, hein, cette Canadienne, qui avait une langue maternelle anglophone, hein, elle vient d'Ottawa. Et quand vous l'entendez parler, elle est francophone. D'accord? Bon, je peux vous expliquer pourquoi d'ailleurs, parce qu'elle dernièrement, elle a expliqué un petit peu son rapport avec la langue et le piano, entre parenthèses, qui est très intéressant. Vous trouvez ça sur France Culture, en replay. Certains mots français sont rangés dans mon esprit par grappe phonétique. C'est intéressant. Il y a un tiroir à part, les substantifs se terminant par O. Si je parle sans réfléchir, c'est comme si je fouillais au hasard dans le tiroir. J'ai toutes les chances de sortir tableau, rideau, à la place de plateau. Donc vous voyez qu'on peut travailler en s'amusant des séries phonétiques avec les élèves, alors que certains vous disent que c'est inutile. Voilà, donc j'ai fait une bêtise. Voilà. Travailler, alors j'avais trouvé 2 textes très intéressants sur la nécessité de travailler la littérature des niveaux A1, parce que je reprenais le gueuloir de Flaubert et je reprenais le texte de Maupassant sur Flaubert, qui est très intéressant, qui montre que c'est des écrivains qui gueulent leur langue. Donc l'importance de travailler des beaux textes, entre guillemets, comme on peut dire des beaux textes, parce qu'il y a un travail de musicalité de la langue qui fait qu'il ne faut pas, on dit qu'il ne faut pas faire la littérature avant B2, mais non, il faut faire de la littérature dès le niveau A1. Je suis désolée. Il faut, alors la dernière chose, et je m'arrêterai là-dessus, parce que la dame me regarde avec un œil tout noir, c'est la grammaire. C'est une bienveillance. Il faut introduire, ce qui n'est pas assez, c'est les règles du code oral de la grammaire. Ça, c'est mon deuxième bébé que j'aime beaucoup. Et c'est vrai de la fameuse classification, ou même, il faut leur apprendre que le ne s'entend ou ne s'entend pas, il faut leur faire entendre la grammaire. Il faut la faire entendre. Si vous voulez qu'ils aillent dans la rue, qu'ils comprennent, si vous voulez dans la rue qu'ils comprennent, il faut leur faire entendre le français tel qu'on parle. Bon. De toute façon, quand vous avez les liaisons, moi j'ai eu des étudiants qui passaient C1 qui ne faisaient pas des liaisons obligatoires. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça veut dire qu'il disait les enfants. Mais vous vous rendez compte, ça veut dire que dans sa tête, il n'y a aucun français. Les Français se trompent en liaison, hein. Ils font ce qu'on appelle des monstres, hein. Ils font des liaisons malta-propos, comme se moquait l'autre. Hein. Mais ils ne se trompent jamais, ils font de la hypercorrection, c'est-à-dire qu'ils font des liaisons qu'on ne fait pas. Mais ils ne se trompent jamais sur les liaisons obligatoires. Si vous avez quelqu'un qui se trompe sur une liaison obligatoire, c'est qu'il est étranger. Et ça, c'est intéressant, ça a été écrit. Alors, les liaisons facultatives, ça c'est autre chose. Ils ne savent pas si c'est facultatif ou pas facultatif, alors ils en font, ils en refont, et les interdites, ils se mélangent. Mais pas sur les liaisons obligatoires, puisque c'est pour ça que le petit dit à nounours. Hein. Le hippopotame, le éléphant. C'est parce qu'il croit que le mot commence par cette lettre. Voilà. Donc, et quand vous dites, par exemple, grammaire niveau très avancé, quand vous faites les géminés, si je lis en intonation, regardez il mourrait sans son chien. Il mourrait sans son chien. Ah, il mourrait sans son chien. Vous avez vu que l'intonation
Et la gémination du R vous montre que c'est un imparfait et que c'est inconditionnel. Vous l'entendez, la grammaire. L'élève, au départ, qui de temps en temps arrête avec 2 R et arrête, bon, il ne sait pas si vraiment arrête, il y a double R. Donc la graphie a du mal à l'aider, si vous voulez. Alors que dès qu'il l'entend, il l'entend très bien. Voilà. Alors, je voulais faire un petit point sur la difficulté, et c'est fini, c'est ma dernière. Je dirais simplement qu'il reste aussi un travail, parce que je me dis qu'il y a peut-être des futurs étudiants dans la salle. Il y a un problème avec les erreurs fossilisées. Et c'est un des regrets de ma carrière. J'ai eu un certain nombre de professeurs qui venaient en stage de pédagogie pour l'amélioration et qui me disaient « Madame, je viens pour corriger mon R et le subjonctif. » Bon, d'accord. Et si vous avez quelqu'un qui parle la langue française depuis 30 ans, en correction phonétique, c'est difficile. Et si je recommençais, je voudrais vraiment travailler sur comment corriger les erreurs fossilisées. J'ai pas de... Je vous laisse, vous êtes jeunes, il y a beaucoup de jeunes dans la salle, et je vous laisse à faire des protocoles pour essayer de voir comment on peut faire sur les erreurs fossilisées. Avec les débutants on arrive, si on a du temps et tout ça, on arrive. Mais des élèves qui n'ont pas bien été corrigés au départ, qui ont fossilisé leurs erreurs, c'est plus difficile. Donc il y a une réflexion à mener là-dessus. Et je terminerai sur la variation du temps social-géographique et le fait que la langue, alors ça c'est quel français enseigné. Donc vous verrez la citation de Marina Iaghello, qui est une linguiste que j'adore, vraiment je l'adore, vraiment. Et qui dit que justement la langue évolue tout le temps, donc ça au niveau phonétique, quelle phonétique enseigner? Et j'aurais voulu faire un petit test sur la classe, à savoir, est-ce que vous pouvez du lait ou du lait? Et comment vous dites j'ai été ou j'ai été? Et quelle est la norme? Je suis sûre que si je posais les questions, il y aurait des discussions. Voilà. C'est terminé. En conclusion, je fais juste ma conclusion. Voilà. La conclusion, c'était que je voulais finir par vos textes d'un japonais que je vous conseille de regarder sur Internet. C'est un japonais qui a commencé la langue, il avait 18 ans. C'est le même cas que Marina Iaghello. C'est des cas où, quand vous les entendez, vous vous dites ils ont appris la langue très tôt. Eh bien, pas du tout. Toutes les deux, ils ont appris la langue tard. Et on se retrouve avec ce problème de savoir que ils ont eu cet amour de la langue qui font qu'ils en ont. Ils parlent, on les prend pour des francophones, il n'y a aucun doute là-dessus, même s'ils l'ont appris tardivement. Voilà. C'est fini. Merci. Merci beaucoup. Mais vous restez ici avec nous, voyons. Voilà, mais effectivement, vous pouvez échanger. Peut-être que l'on va enchaîner directement sur la communication suivante, et puis on aura un temps de questions communs, si ça ne vous ennuie pas, pour revenir sur cette passionnante communication sur la phonétique. Une place importante au cours de civilisation française de la Sorbonne, et nous y reviendrons tout à l'heure avec très grand plaisir. Donc je vais laisser la parole très rapidement à Grace Ronchon, qui est actuellement coordinatrice pédagogique au Centre international d'études françaises Lumière Lyon 2. Elle travaille en sociodidactique autour des questions de l'articulation entre les rapports sociaux et la langue, l'enseignement et l'apprentissage du français. Et elle est entrée dans ce domaine à travers des travaux sur les questions de rapports sociaux de sexe. Elle développe donc la question des rapports sociaux, spécifiquement à travers la question du pouvoir, social ou institutionnel. Je vous laisse la parole et vous remercie. Merci beaucoup. J'ai un minuteur. C'est vrai. Donc merci beaucoup, merci pour l'invitation aujourd'hui. Alors moi je propose, enfin on va un petit peu passer du coq à l'âne, je suis désolée la phonétique, et pourtant j'aurais aimé qu'on parle de mon accent stéphanois. Mais peut-être après. Alors donc moi je voudrais vous présenter une interrogation que j'ai commencé à explorer. Alors je tiens à dire que je n'ai pas du tout une posture de spécialiste par rapport à ce que je vais dire. Donc c'est une recherche en cours, des interrogations en cours. L'objectif de ma communication, ça va ? L'objectif de ma communication est de mettre en miroir plusieurs temps de la didactique du français. Un temps où la didactique du français n'était pas étrangère puisqu'elle s'adressait aux colonies.
Et jusqu'au temps présent, où nous nous trouvons évidemment dans une situation socio-linguistique et didactique autre, dont on reparlera. Et donc je vais traiter du statut à la fois de la langue et des méthodes d'enseignement de la langue associée, sachant que je ne vais pas utiliser une approche chronologique, mais je m'intéresse plutôt à la manière dont plusieurs conceptions de la langue et de l'enseignement du français se répondent dans différents mots. Pour soulever ces questionnements, je vais m'appuyer sur la didactique du français, principalement sur le continent africain. Je ne vais brosser qu'à très grands traits quelques situations langagières du 19e siècle, donc forte période d'expansion coloniale pour la France. Je souligne bien, parce que c'est important, que dans cette petite partie, je ne vais pas parler du français langue étrangère, mais bien du français langue maternelle, puisque les territoires colonisés dont je vais parler appartiennent de fait à l'État français. Donc au XVIIe, on compte des comptoirs au Sénégal, où il y a déjà une obligation d'enseignement du français. 2 siècles plus tard, la conquête du Soudan est réalisée. Les militaires doivent mettre en place un auxiliariat indigène capable de les seconder et de préparer la mise en place du système administratif colonial. L'entreprise est soutenue de l'extérieur par l'Alliance française, jeune association reconnue d'utilité publique en 1883, qui a pour but de, citation d'un bulletin de l'époque, propager la langue française dans les colonies et protectorats à l'étranger. Vous l'avez ici dans cet extrait de bulletin. L'Alliance française a pour objet de répondre à la langue française hors de France et principalement dans nos colonies et dans les pays soumis à notre protectorat. Et un peu plus loin, encourager l'enseignement du français aux indigènes des pays coloniaux est une des tâches essentielles de l'Alliance française. Elle y favorise les efforts de l'armée, de l'administration et des missionnaires. Donc la didactique du français, on voit bien, soutient l'établissement colonial et répond aux attentes et surtout aux représentations projetées sur le public. Ce public n'étant pas étranger, donc il n'est pas l'autre, puisqu'il s'agit bien de Français et de Françaises, mais il est une forme d'autre qu'il faudrait faire accéder aux mêmes, puisque ce sont des Français et des Françaises, mais indigènes. Et donc, une didactique spécifique doit répondre à ce projet d'enseignement. Donc ici, on assiste à une forme de didactique coloniale du français en voie sa naissance. On a ici un autre bulletin qui nous dit « Dans les écoles indigènes ou les postes avancés, dans les cours d'adultes, partout où la connaissance pratique de la langue est solide, on aura recours à la méthode expéditive. On se contentera d'enseigner aux élèves les mots usuels, on causera avec eux, on en fera répéter des phrases très simples en s'assurant qu'ils les comprennent exactement. On n'aura besoin ni de plume ni de papier. » Donc dans cet extrait, on voit bien l'importance du français parlé. Et dans cette méthodologie, d'une part, l'écrit n'aurait finalement pas d'utilité pour le public visé. Et d'autre part, quand on voit un petit peu les bulletins qui sont écrits, on soupçonne aussi ce public de en fait, ne pas avoir les capacités de maîtriser l'écrit. Donc le travail didactique se fait à la fois par le tri des compétences linguistiques estimées adéquates pour le public et les objectifs coloniaux, et pour la formation à une sorte d'esprit français qui est souvent un petit peu vague. La logique régissant la didactique est la rentabilité, puisque la langue doit avant tout être utile. Les manuels proposent des valeurs occidentales et européennes liées, pour ainsi dire, au travail, à la patrie et à la famille, pour remplacer les modes relationnels interpersonnels structurant la société rencontrée. L'enseignement du français établit un mutualisme que Valérie Spaet qualifie de ritualisé, dans lequel le contexte langagier régit la langue adoptée. Ainsi, la langue familiale régira les rapports de parentèle, les rapports économiques et sociaux élargis se feront via une sorte de variété régionale, alors que le français s'imposera comme langue scolaire, administrative et institutionnelle. Le dispositif didactique et pédagogique est étayé par le bulletin de l'enseignement de l'AOF qui prévoit le programme et les méthodes d'enseignement ainsi que la formation des maîtres. Le statut des langues locales représente un enjeu, comme on le voit dans ces deux textes, alors que je ne vais pas lire, je vous laisse les parcourir rapidement. Si ces langues locales pourraient être utiles afin de véhiculer plus rapidement la langue et les valeurs françaises, c'est ce qu'on voit dans le deuxième extrait, le plurilinguisme local représenterait par contre un obstacle, et c'est d'abord la méthode directe qui est préconisée, mais ça évolue et c'est assez changeant, c'est ce qu'on voit aussi dans le premier texte.
En Tunisie, en 1896, le responsable de l'enseignement primaire établit une méthodologie applicable à l'ensemble des colonies africaines. Il préconise que le maître doit, je cite, parler la langue de ses élèves et l'utiliser comme moyen de vérification. Étant donné que c'est le quotidien qui doit être privilégié, la théâtralisation via des scénettes, des petits jeux de rôle tenus en classe, tient un rôle important et la leçon suit un déroulement oral, le lexique est mobilisé dans des canevas lexicaux servant le jeu de rôle. Les choix pédagogiques sont élaborés en France métropolitaine. Observer les valeurs inculquées par les manuels est intéressant parce que les mouvements de subordination inculqués se répondent en France et dans les colonies. Je m'explique. Au 19e et début 20e, en métropole, les valeurs auxquelles les scolaires sont formés sont plutôt modestes puisqu'il s'agit de former des paysans, des artisans, des ouvriers, en s'efforçant en quelque sorte de ne pas les élever au-dessus de leurs conditions sociales. Dans les colonies, la Troisième République transfère une représentation du monde qu'elle a élaborée pour son propre compte, à des fins à la fois idéologiques et politiques. La subalternisation des populations suit les lignes du classement social en métropole et du classement racial et colonial ailleurs. Le rapport colonial est un rapport de domination et d'exploitation. Pour autant, il ne faudrait pas le voir comme un mouvement simple qui irait du haut depuis la France métropolitaine jusque vers le bas étranger et indigène. La didactique conçoit également un discours en miroir en métropole et dans les colonies. Ainsi, cet abécédaire, c'est celui qui est au milieu en couleur, pour l'accès à l'écrit est diffusé à la fois en France métropolitaine et dans les colonies. Et on a donc la promotion de l'exotique via le lexique, mais on voit bien que la couverture rappelle l'ordre social qui est un ordre racial. Dans un autre livre de lecture, dont vous avez un extrait sur la gauche, c'est un livre qui s'appelle Ali et René. La séquence est construite comme une bande dessinée, destinée à l'apprentissage de la lettre A sur cette page. La BD suit le scénario. Le maître a proposé à 2 élèves de manger un bonbon. Sur la première vignette, René, qu'on imagine blond aux yeux bleus, en tout cas blanc. Donc René mange le bonbon. Sur les vignettes suivantes, Ali, jeune Algérien, mange le cahier, puis le tableau, puis le papier, puis la craie. La conclusion, je cite, il ne mange pas le bonbon, Ali est un âne. Apprentissage de la lettre. Dans les deux cas, le savoir transmis et l'infériorisation de l'indigène face aux personnes et cultures françaises blanches. Ce processus d'infériorisation fait partie de l'apprentissage, donc comme je le disais, en métropole et dans les colonies, les deux à la fois. Alors évidemment, la didactique et la société évoluent. Officiellement, au XXe siècle, dans les années 30, l'objectif culturel n'est pas de remplacer les cultures locales, mais d'exprimer une nouvelle culture en français. Cette culture est celle des locales et des locaux, mais aussi de la culture créée en contact de celle française, métropolitaine. Donc ça, c'est le discours officiel, mais en réalité, on constate en parallèle une destruction culturelle très forte sur place, qui, à partir du début du XXe, s'exprime dans une politique qui se veut humaniste et universelle, mais qui, au final, n'est qu'hégémonique. Au début des années 60, le FLE se focalise sur la technologie avec les méthodes audio et visuelles. Le vocabulaire devient technique et scientifique. Il y a une volonté de désancrer l'enseignement du FLE et de ses objectifs du contexte local, ce qui permet notamment, en fait, de faire un pas de côté face aux Français à visée coloniale. Ça n'empêchera pas les manuels de prendre en même temps d'autres focus, puisque souvent les didactiques se croisent, c'est pas forcément parfaitement évolutif. Et souvent les manuels conservent sur place une méthodologie très audiovisuelle et expriment les réalités locales en français. Et donc ces réalités locales réintègrent les contenus didactiques. C'est l'extrait que vous avez ici. C'est un manuel des années 60 qui, vous le voyez, utilise des éléments quotidiens de l'élève, mais exprimés cette fois en français. Donc à chaque fois, plusieurs réalités didactiques cohabitent et chacune décline en quelque sorte ces différents enjeux. Après une construction en miroir, on peut penser à un mouvement qui soit de manière concomitante, ascendante et descendante. La colonisation a construit des structures dans lesquelles l'impératif du français s'impose. La langue colonisatrice d'une part donne l'accès au monde scolaire, institutionnel, légal. Sa maîtrise est impérative pour s'élever socialement.
D'autre part, à partir d'un certain moment, elle fait aussi partie intégrante du paysage linguistique. Ainsi, le manuel Mamadou et Bineta, qui date de 1930 et réédité en 1993, à la demande de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, qui ne sont donc plus sous statut colonial officiellement. Cette demande fait suite à une injonction liée à un pouvoir linguistique, mais les populations y répondent en faisant perdurer une langue qui se met à coexister avec les plurilinguismes locaux. Pour illustrer un mouvement à la fois en miroir et un mouvement ascendant, descendant, dans les zones qui ont été colonisées en France, on peut aussi prendre deux exemples très simples. Un premier exemple, le français gagne une place de choix en matière de pouvoir linguistique en Algérie, aujourd'hui, alors que les dialectes algériens font partie des langues dévalorisées et stigmatisantes en France. Un deuxième exemple, les travaux notamment de Véronique Filleul montrent les enjeux auxquels font face les langues kanaks comme langue de culture et d'enseignement en Nouvelle-Calédonie et témoignent de l'attitude d'une république monolingue face à ces territoires dits d'outre-mer. Ces exemples montrent l'importance de s'interroger à la fois sur le devenir de la langue colonisatrice dans les pays ex-colonisés, par exemple que devient France en Algérie, mais aussi sur l'attitude des pays colonisateurs ou ex-colonisateurs face aux langues ex-colonisées sur leur propre territoire, c'est-à-dire quel statut pour les dialectes algériens et kanaks, et bien sûr les personnes locutrices sur le sol métropolitain. Ces exemples soulignent les liens qui se tissent entre intérêts sociaux et politiques, présents et passés, pratiques et enseignement de la langue. Garabato et Boyer ont écrit en 2015 intitulé « Un postcolonialisme linguistique » avec un point d'interrogation à la fin. Alors pour ma part, je vais me permettre d'effacer aujourd'hui ce point d'interrogation et de l'affirmer. Ces situations sont bien des situations de postcolonialisme linguistique. Ce postulat de l'importance en termes socio-linguistiques, en termes de politique linguistique et aussi bien sûr en termes d'enseignement du français. Comment enseigner le FLE en territoire entre guillemets ex-colonisé? Comment enseigner le FLE sans le renvoi à une critique linguistique post-coloniale? Pour ce faire, les outils de déconstruction du discours sont d'abord utiles, donc je renvoie ici à l'orientalisme d'Edouard Saïd ou à la définition de la critique postcoloniale posée ici par Achille Mbembe. L'actualité est également précieuse pour penser cette problématique. Il est utile de lire ou relire la lettre d'Alain Bardesco au président Macron, dans laquelle il refuse de participer au développement de la francophonie, proposition qui émanait donc directement du président français. Macron répond: dois-je rappeler aussi que le grand reproche qu'on adresse à la francophonie institutionnelle est qu'elle n'a jamais pointé du doigt en Afrique les régimes autocratiques, les élections truquées, le manque de liberté d'expression, tout cela orchestré par des monarques qui s'expriment et assujettissent leur population en français. Et notons l'insistance de l'auteur sur la langue française, c'est lui qui met cette partie en italique et qui justifie son refus. On associera ce refus à la déclaration du président Macron un an plus tôt. En 2017, au Burkina Faso, lors de la présentation du plan d'ensemble pour le français et le plurilinguisme dans le monde, il déclare ceci: le français, ce sera la première langue de l'Afrique et peut-être du monde, si nous savons faire dans les prochaines décennies. Prenons ce défi ensemble, allons-y, portons-le. Cette formule vise, comme le dit Françoise Vergès, à renouveler le vocabulaire de la relation entre l'Afrique et la France, et cette formule interroge, puisque Vergès le souligne, la langue française continue à fournir le vocabulaire qui prétend au changement, mais masque le désir de maintenir la symétrie. On voit ici la place stratégique qu'occupe le français. Alors ça, c'est pas forcément nouveau dans les politiques linguistiques, mais le fait que le président Macron fasse de l'Afrique un pays à conquérir linguistiquement ne peut que rappeler le colonialisme linguistique des périodes passées, donc c'est une forme d'écho d'une période à une autre. Alors un autre exemple tiré de mon parcours personnel. En 2014, j'assiste à une communication sur la situation du français au Maroc, à Paris. La communicante s'émeut du manque d'intérêt de la jeunesse pour la langue française, l'audience la suit, et personne ne pense à en interroger les raisons qui, évidemment, sont multiples. Donc on peut penser par exemple à l'attraction de la langue anglaise pour les échanges économiques, parmi d'autres explications qui sont multiples.
Mais personne ne mentionne une autre raison possible, alors qu'il me semble qu'elle devrait émerger assez rapidement, c'est-à-dire peut-être la distance que la jeunesse voudrait mettre avec l'ancien protectorat, qui est quand même une problématique importante. La même année, j'assiste à une communication, à une série de communications, de discussions sur la question interculturelle, à Paris toujours, et ce n'est qu'à la fin de la journée que j'entends Geneviève Zarav introduire le mot racisme dans les échanges. Tout comme l'enseignement du français, considérer l'interculturalité comme un simple échange ne permet pas de comprendre les dynamiques de pouvoir internes qui modélisent les postures d'apprentissage et les situations langagières. Il est indispensable d'utiliser des rapports de pouvoir, notamment linguistiques et socioculturels, comme une des grilles de lecture possibles en didactique. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est exactement ce que fait ce manuel qui s'appelle Défi. Je vous ai mis 2 extraits. Donc c'est un manuel destiné aux C1. Il y a un chapitre qui s'intitule Le pardon. Et en fait, ce chapitre est axé sur la réparation. Pour ce faire, 2 activités font spécifiquement émerger les rapports de pouvoir que la France a exercés sur le continent africain, et autres d'ailleurs. Alors, on a une des activités que vous avez à gauche qui fait réfléchir l'apprenant ou l'apprenante sur la notion de justice réparatrice, présentée à travers les cas du Rwanda. Donc, on a une petite activité avec une interview, c'est un document authentique, des questions, etc. Et quelques pages plus loin, l'activité finale amène à proposer une réflexion sur le dédommagement que Haïti a été contraint de verser à la France pour compenser la perte financière due à la fin de l'esclavagisme sur son territoire. Et le document insiste sur le montant de la somme versée, posant aussi en quelque sorte l'absurdité de cette situation. J'en arrive donc à ma conclusion. La lecture des rapports de pouvoir linguistique et culturel permet de comprendre les dynamiques sous-tendant les politiques linguistiques, comme l'enseignement des langues et du français. Ces rapports de pouvoir sont multiples, pour autant la réflexion autour de l'expansion de la langue française ne peut mettre de côté les intérêts politiques et économiques qui doivent être posés comme enjeux, les faire émerger en amont d'une situation d'enseignement d'apprentissage, d'un projet didactique, d'un projet pédagogique, permettrait d'en discuter la légitimité et pour ce faire se répondre les situations, viser les échos, viser les mouvements, viser les mouvements miroirs, ascendants, descendants, contacts, un peu dans tous les sens. Tout ça permettrait de mettre à jour des dynamiques complexes dont il faut essayer de se saisir. Et à mon sens, la ligne diachronique est donc peut-être trop simple et trop droite, en quelque sorte, pour satisfaire cette ambition. Un dernier mot, il nous reste 1 minute 15. Alors, c'est à propos d'une discipline qui me paraîtrait intéressant de mobiliser. Ce serait le domaine des cultures subalternes qui pourrait avoir leur importance. Ce matin, il y a Abba Bouraï qui a été cité, je crois, dans votre communication, donc je vais le citer, faire appel à lui à nouveau, puisqu'il insiste notamment sur le contact et les cultures populaires qui se développent au contact des rapports de domination politique et socio-culturelle, et donc lui, il vise cette zone, cette espèce d'interstice dans lesquels des sociocultures propres émergent. Et nous revoyons ici la thématique du mouvement, qui donc encore une fois n'est pas uniquement verticale. Et cette problématique et ces perspectives amèneraient encore à complexifier le champ et à faire émerger les créations linguistiques de la marge, les créations didactiques de la marge, ce qui, il me semble que c'est un des objectifs de la didactique du français. 19 minutes 40. Merci beaucoup alors pour ces 19 minutes 48, mais pas que pour cette réflexion étayée, nécessaire dans nos métiers. Je vais peut-être sans attendre ouvrir la phase des questions pour nos 2 intervenantes, qui sont dans des thématiques très différentes, mais qu'on ait un petit peu de temps d'échange et de réflexion commune. Monsieur Franco, il y a toujours quelque chose à dire, donc je suis obligé de lui laisser la parole, vous imaginez bien, mais... Non, c'est 2 questions pour Glace Ranchon. En fait, je pensais à la comparaison de René et Ali. Et je réfléchissais au choix des prénoms.
Alors évidemment, on a un prénom français et un prénom arabe. Mais René, c'est un prénom qui est chargé de connotations chrétiennes très lourdes, quand même. Quant à Ali, c'est chez les chiites le successeur de Mahomet, c'est son cousin, etc. Donc derrière le rapport de colonisation, il y a quand même, vous avez cité Edouard Saïd, il y a quand même le rapport à l'islam aussi, qui me paraît être aussi présent. Enfin, je ne sais pas si je suis l'interprète un peu, parce que en fait, il y a un nom brun, évidemment, et il y a un prénom français, un prénom arabe, et on en est là. Mais je me demande si, quand même, le choix de ces prénoms qui sont très chargés d'arrière-plan religieux est anodin. Voilà. Puis la deuxième remarque que je voulais faire, c'était à propos de la notion de francophonie. Le problème est toujours qu'on associe la question de l'enseignement du français comme langue étrangère à la notion de francophonie. Et la notion de francophonie est une notion qui est difficile à définir, qui est aussi très polémique. On pense au traité pour une littérature monde en langue française de 2007, qui a donné lieu à une publication aussi chez Gallimard. Il y a eu l'article du Monde, puis la publication chez Gallimard, signé par plusieurs dizaines d'écrivains, qui contestent la notion de francophonie et qui rappellent que l'inventeur de la notion de francophonie, c'est Onésime Reclus, donc un spécialiste de géographie coloniale du XIXe siècle. Donc là aussi, la notion de francophonie est quand même chargée d'un arrière-plan colonial qui est très fort. Et aujourd'hui, on a beaucoup de mal à parler de francophonie quand même. On dit que Rousseau est un écrivain français alors qu'il est suisse. En revanche, Sandor est un écrivain francophone alors qu'il était académicien, et que tout académicien est naturalisé français. Même s'il était président du Sénégal, il était français. Donc, on voit bien que littérature francophone veut dire littérature coloniale, ou des pays coloniaux, et que littérature française veut dire blanc, en fait. Et donc, on est très embarrassé par ces frontières-là. Et je pense que la question de la didactique du FLE est aussi, en quelque sorte, contaminée par ces débats sur ces questions de l'orientalisme et de la francophonie. Voilà, je voulais juste mettre ces remarques-là. Du coup, merci pour ces remarques, juste pour répondre très rapidement. Alors, je pense qu'effectivement, les prénoms Ali et René ne sont pas un hasard. Enfin, les manuels, c'est quelque chose de très réfléchi, souvent longtemps. Donc, je pense que c'est un choix. Sachant que là, le prénom Ali, à mon avis, est aussi une question didactique toute simple, c'est la page pour apprendre le son A, que Ali c'est assez court, que du coup, ça fait allitération, allitéral. Enfin, voilà, je pense que du coup, il y a les deux en fait qui se mélangent un petit peu. Sur la question de la francophonie, à mon sens, en fait, il y a un peu en fait, de réalité parallèle de la francophonie, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de réalité institutionnelle. Quand le président Macron demande à Babankou de présider la francophonie, c'est une demande institutionnelle. Et de l'autre côté, en parallèle de ça, il y a une francophonie de fait, avec des personnes qui parlent notamment français, qui parlent façon plus bien. Et du coup, les deux, en fait, ne se superposent pas nécessairement. Et j'ai l'impression que la visée institutionnelle souhaiterait que, en fait, elle se superpose complètement. En fait, non. La réalité, elle est beaucoup plus complexe. Et dans la réalité, bah oui, il y a des rapports de pouvoir entre eux qui parlent français, qui ne parlent pas, et pourquoi on parle français. Donc là aussi, pour moi, c'est aussi l'importance de toute cette pensée, aussi de la culture subalterne, en fait, de partir du bas et de partir concrètement de qui parle, pourquoi, et qu'est-ce qu'on en fait à partir de ça. Oui, alors, en fait, le problème de la francophonie, c'est que quand on dit il est francophone, ça veut dire sa langue maternelle et le français. Mais si on dit c'est un écrivain francophone, ça veut dire c'est un écrivain issu des anciennes colonies. Et donc il y a deux sens qui sont totalement différents. Et c'est la différence entre l'adjectif et le substantif. Je rejoins ce que dit Bernard, parce que tout à l'heure, Dominique parlait de Akira Mitsubayashi, que j'enseigne dans mes cours de littérature francophone, et qui justement a été docteur honoris causa de l'université de Montpellier, parce que c'est là qu'il est venu apprendre le français, etc. à Montpellier. En fait, lui dit toujours, moi je ne rentre pas dans la définition de la littérature francophone parce que je viens du Japon. Et que donc je ne viens absolument pas de la francophonie. Et c'est le cas de nombreux autres écrivains qui maintenant ont pris la plume
dû à des exils politiques ou autres, et qui ne sont pas du tout de pays francophones. Hein. Donc, de toute façon, Bernard, tu sais qu'ils avaient fait la différence entre francophonie avec F majuscule et F minuscule. C'était pour justement faire la différence entre cette francophonie qui est une francophonie politique et la francophonie des locuteurs, de ceux qui parlent français. Donc il y avait eu justement une petite différence entre les deux, mais cette polémique a jamais, enfin, ne sera jamais finie hein, finalement. Hein. La seule chose, c'est que comme il n'y a pas de véritable contour de la francophonie, on peut dire maintenant, ce que je disais la dernière fois dans une communication que j'ai faite là-dessus, c'est qu'avec l'arrivée en masse de certains migrants de zones qui n'étaient pas francophones, en fait, suivant l'état politique du pays, si après ils revenaient, ben justement, peut-être que certains pays qui n'étaient pas verraient se raviver le français, parce que justement, beaucoup de locuteurs l'auraient appris ici, et donc tout est assez mouvant en fait. Hein, c'est pas... Par contre, moi, juste une petite remarque sur le dialecte marocain et algérien, etc. Il n'est pas que mal reconnu en France, mais dans le pays même, il y a des classes, je veux dire, l'arabe dialectal est parlé par une certaine partie de la population, le reste, c'est du dialecte et n'est pas considéré par les gens du pays. Ce n'est pas que par la France. Bien sûr. Hein, non, mais notons-le, parce qu'on fait assez de choses comme ça, donc là, c'est vraiment une non-reconnaissance générale. Voilà. Ce qui est quand même bien, c'est que maintenant le berbère est reconnu comme langue officielle. Oui. Pas officielle, il y a un autre mot, un autre terme officiel. Oui, oui, mais c'est reconnu, ouais, son existence est reconnue. Il était temps. Alors qu'elle n'était pas du tout. Non, non, parce que c'est la Kabylie. Et Peut-être une petite remarque, mais qui est forcément très ancrée dans notre activité quotidienne aux utilisations françaises de la Sorbonne, puisque nous, j'étais particulièrement sensible, bien que intraitable sur le temps, avec un succès relatif. Que j'assume pleinement. Mais ça a été très difficile comme période pour moi. Quoi qu'il en soit, ça a été compliqué. Voilà. Mais c'est d'autant plus intéressant, effectivement, que nous, aux utilisations françaises de la Sorbonne, la phonétique est extrêmement importante. D'ailleurs, c'est un enseignement à part, enseigné par des spécialistes de phonétique qui n'enseignent que la phonétique, pour la plupart, et avec aussi une histoire intéressante, puisque ça a été lancé sous l'impulsion de M. Filiolet, que vous devez très probablement connaître, avec la construction de programmes qui existent encore, qui sont encore enseignés, alors pas en ce moment parce que la pandémie nous a pas permis de mélanger des classes, mais à partir du niveau B1 notamment, des programmes spécifiques par langue maternelle qui prend en compte les difficultés articulatoires spécifiques. Et c'est vrai que les conversations et les nombreuses réunions que nous avons avec l'équipe de phonétique nous amènent au questionnement que vous avez posé sur après le CERN. Et donc ça serait très très intéressant d'y revenir à une conférence sur nous. On s'en serait absolument ravis. Et peut-être une question très pragmatique, mais qui entre en résonance avec une pratique quotidienne, c'est qu'en vous écoutant et en travaillant avec l'équipe de phonétique, c'est vrai que la phonétique et l'importance de la phonétique se joue aussi dans la matérialité. C'est-à-dire que vous avez commencé en parlant de tuyaux, et c'est vrai qu'on sait, et là j'essaie d'un petit peu mettre en perspective avec quelque chose de plus récent, l'enseignement de la phonétique en ligne. Alors voilà, je lance. Mais c'est une vraie question, c'est-à-dire, c'est une vraie question mais très large, mais vous disposez de 22 minutes. Qui sont faits avec le numérique, j'en parlais avec Jean-Yves actuellement sur la production orale, parce que bon, avec le numérique, on peut faire des exercices d'entraînement, de la discrimination, mais la production orale, jusqu'à maintenant, c'est l'élève qui poste son document à l'enseignant qui le corrige. Donc là, c'est un progrès déjà. Vous pouvez faire des exercices sonores et l'envoyer maintenant un MP3 à vos élèves, à votre professeur. Donc là, il y a un progrès, c'est-à-dire qu'il peut faire ses exercices écrits, il peut faire ses exercices sonores. Mais ce qui serait intéressant, c'est que justement la machine analyse. Or, là, ça commence à se faire. Donc il y a, justement, j'en parlais à Jean-Yves parce que je ne suis pas très douée, moi, de ce côté-là, le segment, il y a on est capable de détecter les endroits où c'était mal prononcé.
Donc on renvoie à l'élève, la machine est capable de renvoyer à l'élève à dire que le U est mal prononcé. Voilà. Alors on en est vraiment... Alors, ça, il faudra peut-être pas trop le dire à notre équipe de foot. voilà. Je sais. Mais moi, je n'ai pas même... Alors, ça existe aux États-Unis, je ne l'ai pas testé moi-même. Hein. Aux États-Unis, au Canada, je ne l'ai pas testé moi-même, cet outil. J'en parlais à Jean-Yves pour qu'il m'aide un peu à manipuler ce genre de matériaux. Voilà. Oui. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on disait justement. Quel est votre référent pour pouvoir analyser les accents français? Parce que le français parisien est un accent français pour moi. Oui, bien sûr. Et en fait, elle a dit, sa directrice de thèse a créé un corpus de paroles qui sert en fait de référence. Et le référent demeure encore le parisien. Et donc, Aïe Péja, il se réfère à ce corpus-là. Alors, je dirais que parisien, ça dépend de ce qu'on appelle parisien. Dans oui, parisien, je suis d'accord. Une espèce de parisien standard. On est bien d'accord. Il y a le français, en fait, le français standard, on va dire, est un français de culture. Voilà. C'est clair. Oui, clair. Alors, à côté, il y a les Français des Français. Si vous êtes à Strasbourg, en Bretagne, à Grenoble, par exemple. Vous savez, Stendhal, qui est venu, quand il est arrivé à Paris, il a pris des cours de prononciation, Stendhal. Et il écrit dans des lettres en disant je ne supporte pas, il faut absolument, donc j'ai un professeur de prononciation, je veux prononcer haute, parce qu'il prononçait la Haute-Savoie. Donc voilà, alors il y a depuis très longtemps ce rapport entre la norme culturelle, puisque c'est un français de culture, et la réalité. Mais du coup, ça va vers une espèce de d'homogénéisation. Alors, on est bien d'accord, on a un exemple très intéressant, c'est l'Italie. L'Italie, vous savez que l'unité italienne est très tardive. Et il y avait donc plein d'Italiens différents. Et on s'aperçoit que, sans qu'il y ait eu de politique linguistique, il y a un Italien standard qui est en train de se créer et qui est en raison des médias. Les médias sont un extraordinaire moyen, alors peut-être politique par en dessous, je ne sais pas, vu le choix des présentateurs, c'est évident. Quelle est la prononciation des présentateurs? À un moment donné, on ne prenait pas de présentateur, il y a une prononciation locale trop marquée. Même dans les maintenant, vous êtes d'accord, vous entendez des gens qui disent les prix sont en hausse. Maintenant, il y a un pâtis. Ouais. Voilà. Et donc, mais moi, ça ne me gêne pas du tout. Hein. Donc, je trouve qu'il commence à y avoir de plus en plus une tolérance à la variation. Oui, mais ça pose pas. Vous avez une Belge, la fameuse Belge, là, qui est sur France Inter. Oui, mais moi, elle a un accent belge. Oui, mais du coup, le fait de se référer au discours médiatique, c'est complètement aléatoire. C'est-à-dire qu'on nous impose ce référentiel-là. Les phonéticiens nous imposent ce référentiel-là. C'est tout le problème de la langue d'enseignement, de la vie, quoi. À un moment donné, on ne peut pas s'amuser. On ne peut pas, dans nos enseignements, imaginer de manipuler tous les différentes variantes de la langue française. C'est le même problème en anglais. Quand vous étudiez l'anglais, il n'y a qu'une norme, c'est Standard English. C'est Queen's English. Et après, il y a des tas de variétés dans la langue de la vie, quoi. Donc c'est ça, à un moment donné, même en tant qu'enseignant, vous avez forcément une langue de référence qui est la vôtre, qui sans doute est la langue du français bien parlé. Ce n'est pas la langue de Marseille. Alors, ce que je très peu, peut-être dans le sud, c'est qu'il faut absolument que les élèves, enfin futurs enseignants, les étudiants futurs enseignants, et je l'ai fait pendant de nombreuses années, aient connaissance de leur idiolèque. Parce qu'une partie des enseignants, et ça c'est des tests psychologiques qui ont été faits, est-ce que je prononce 2A? Est-ce que je prononce 1 et 1? Bon. Et les gens souvent disent, il y a des cas, il y a des gens qui vous disent, ah non, moi je ne fais pas de différence entre brun et brun. Vous les enregistrez, vous mélangez, ils font la différence. Ils en ont aucune conscience. Voilà. Donc je veux dire que c'est ça qui est intéressant. Les tests psychologiques montrent qu'il y a des gens qui font la différence, qui s'en rendent pas compte, et il y a des gens qui ne font pas la différence et qui croient en faire une. C'est l'inverse. Donc c'est compliqué. Donc la connaissance de son idiolèque est fondamentale, parce qu'il faut que je me positionne par rapport à des critères de normes pour savoir si je suis dans cette norme, entre guillemets, ou pas.
Bernard, je crois que tu avais une question. Et puis après, Priscille, je crois que vous voulez intervenir. Sur cette question fondamentale de la phonétique, en fait, et de la norme, qui est arbitraire, qui est nécessairement arbitraire comme toute norme, parce que la langue qu'on doit parler, c'est celle que l'on parle. Donc, on est forcément dans cette contradiction. Ce que disait Jean-Yves à propos de la langue normée qu'on doit enseigner, qui est supposé être le français de Tours, qui correspond à l'Oxford English, bon, qui est parlé par une poignée de Français, de francophones même, sur la question que tu soulevais du et un, du un et un, et on pourrait ajouter du O ouvert et du O fermé, qui sont les trois traits les mêmes. J'aurais une proposition, bien sûr, qui serait de tout subsumer à une règle qui ne tolérerait pas d'exception, qui est très simple, qui est le O se prononce toujours ouvert, il ne se prononce fermé plutôt que quand il est suivi d'une consonne et ne porte pas l'accent tonique. Et pareil pour le et ouvert et fermé. Et j'ajoute que pour le 1 et le 1, il faut quand même être un barbare pour le confondre. Je suis à Marseille, hein, bien. Bon, ça, c'est la France du Nord et la France du Sud, on est bien d'accord. C'est la Landoy et la Languedoc. Oui, même le franco-provençal avec la nasale. Vous allez en Suisse, il y a les quatre nasales. Le problème, c'est que, bon, la France du Nord, quand on regarde le dialecte, elle est avec le trois voyelles nasales. Donc c'est pour ça qu'elle tire vers les trois. Historiquement, dans la construction des nasales, il y a des régions en franco-provençal où il y a 7 voyelles nasales qui ont été créées. Donc on voit que le Sud a une tendance à développer les voyelles, la nasalisation des voyelles, c'est assez loin. Et on voit le Nord pas du tout. Et donc ils sont restés très prudents à ce phénomène qui s'est fait. Ils ont resté à 3, et donc après il y en avait 4, ça ne les intéressait pas. Donc et je pense que il y a un mouvement culturel qui voulait rester à 3. Quand vous regardez les dialectes. Donc du coup, moi j'avais pas une question. Oui, vous avez une question là, jeune femme. Je crois qu'il y avait Priscille qui voulait peut-être intervenir. Vous aviez une question? Il y avait Priscille qui s'était Voilà, manifestée un petit peu. elle a levé le doigt, alors c'est pour ça que Bon, je et puis on laissera la parole à Priscille ensuite. En fait, c'est juste que moi je suis encore étudiante et quand j'ai l'anglais, même si on ne peut pas, l'enseignant ne peut pas enseigner toutes les diversités de la langue, il peut en faire prendre conscience et connaissance. Donc moi, c'est ce qu'on a fait quand j'ai appris l'anglais. Et donc là, je suis chargée de cours de phonétique au centre de 2, et c'est ce que je fais avec mes apprenants. Je leur dis, vous voyez, moi là, je prononce plutôt le et, enfin le j'ai, mais vous allez souvent entendre j'ai. Et c'est G qui est normal, hein. Oui, attention, hein, c'est là, il faut voir que les gens là du Sud, c'est eux qui se trompent. Donc, moi, je dis j'ai. Hein. J'ai, le verbe avoir, pour moi, c'est j'ai. Mais la norme, c'est j'ai. Oui, voilà, mais c'est pour ça que je leur dis que vous faites. C'est pour ça que c'est compliqué. Méfiez-vous justement de cette norme parce que de toute façon, vous allez entendre tellement de variations, donc on ne connaît pas toutes les variations, mais j'essaie de leur en faire prendre conscience et connaissance. Donc déjà, leur oreille s'habitue et qu'ils ne pensent pas que c'est un nouveau mot. Voilà. Et c'est vrai que l'écoute, et moi, beaucoup de phonéticiennes viennent me parler effectivement de l'importance, je veux bien corriger un son, mais ils ne sont pas capables de savoir que le son n'est pas bon. Et il y a tout un travail effectivement en amont sur la discrimination des sons. Et je crois que Priscille, je voulais juste rajouter, je serai très brève, que c'est là justement que rentrent en jeu les enseignants de FLE, le rôle des enseignants de FLE de travailler sur les représentations linguistiques, puisque dire voilà qu'il y a une norme, mais il y a aussi des variations. Qui dit norme, dit aussi variation, mais c'est pas toujours intériorisé, c'est voilà, je pense, je termine rapidement, je pense par exemple à l'exemple de Castex lorsqu'il a été ça fait polémique parce qu'il a l'air d'accent et qu'un Premier ministre ne pouvait pas avoir d'accent aussi. Moi je pense aussi à l'épisode lorsqu'il
Eva Joly, il y a quelques années, candidate à la présidentielle, et elle a été attaquée à cause de son accent. Pas mal d'exemples comme ça qui sont assez parlants. Pour occuper une certaine fonction, il faut avoir un accent neutre. Voilà, ça commence avec dans le cadre des apprenants de FLE, ça commence avec ces représentations. Oui, donc c'est pour ça qu'il faut une formation et qu'il est intéressant que le professeur connaisse bien sa propre prononciation, parce que je vous dis, la conscience de sa langue, c'est un phénomène un peu compliqué, et qu'il fasse écouter justement au niveau C1, C2, voilà, une des démarches, c'est justement la variation. C'est très intéressant d'en faire écouter. Ne serait-ce que les différents journalistes sur France Culture, on peut très bien faire entendre la prononciation de France Culture et de France Inter. C'est très intéressant, elle n'est pas la même. Oui. Bon, moi, je ne suis pas informaticienne, moi, je fais une thèse en Serious Games. Et donc, du coup, on est en train de développer des applications justement pour travailler l'expression orale des étudiants. Et là, il y a une application qui s'appelle Mathia. Donc, du coup, c'est pour travailler les maths. Mais en fait, il nous montre l'exercice et nous, on peut répondre à l'oral pour qu'en fait, la machine, il identifie la prononciation de l'apprenant pour dire si le résultat est bon ou pas. Donc, ça, c'est une possibilité parce qu'on peut tout à fait l'adapter pour la phonétique. C'est une application que, il n'identifie pas les phrases, mais les mots, c'est pareil. Donc, on peut commencer par là, c'est déjà une très bonne piste. Et il y a aussi une nouvelle application des documents Word. Donc, nous, on peut en fait faire une dictée avec Word. Donc, c'est un exercice qu'on utilise très souvent en Argentine parce qu'on n'a pas beaucoup d'outils libres de droit et gratuits. Donc, avec Word, ce qu'on fait, c'est faire des dictées, donc faire parler l'étudiant. Et en fait, Word identifie ce qu'il dit et il l'écrit tout seul, comme si c'était une dictée. Donc, du coup, si l'étudiant il prononce mal, en fait, il voit tout de suite parce que la machine, il identifie un mot différent. Donc, ce sont des possibilités pour adapter à la phonétique. Oui. Et excusez, une dernière petite remarque de M. Gérard et puis ensuite on clora la séance. On revenait, en fait, la question de départ, c'était l'informatique, le traitement informatique par rapport à la production d'oral. C'était ça le problème. Mais je crois qu'il faut se rendre compte que l'évolution des processeurs, l'évolution des outils informatiques est tellement rapide qu'il n'est pas impossible à un moment donné que de paramétrer ces engins pour dire tu peux vérifier de telle norme à telle norme, quoi. Ça, ce sera probablement faisable dans un futur très proche. C'est pas un problème, c'est pas le problème. L'autre problème, effectivement, c'est la variation et le standard. Moi, j'ai beaucoup bossé sur le multimédia interactif, et à une époque, quand je disais avec des collègues, ce serait intéressant de trouver une application dans laquelle on fasse prendre conscience des variations de l'anglais. Et donc, on imaginait une carte du monde, et puis une banque de données qui était des données sonores, dans laquelle il y aurait des messages dans l'anglais standard. Ce message, on l'emmène en Écosse, et il se transforme. On l'emmène en Australie, et il se transforme. Donc, on a toujours la référence du standard et voir quelle variation se situe. Parce que quand on fait entendre à des étudiants, voilà l'anglais standard, voilà la variation écossaise, qu'est-ce qu'il en fait, quoi? Qu'est-ce qu'il en fait? En quoi c'est différent? Comment il se rend compte de la différence? À part quelques éléments, mais il n'a pas toute la connaissance nécessaire par rapport à ça. Et je pense qu'on ne pourra pas aller finement dans ces discussions-là. Mais la nécessité de faire prendre conscience, ça me paraît fondamental. Je suis dans l'obligation, parce que j'ai une grosse pression du directeur de clore cette séance et je vous remercie très chaleureusement de la richesse de nos échanges. Et voilà, merci beaucoup. Voilà ce que c'est que d'être une star. Moi, je suis au piquet. J'ai l'habitude depuis mon enfance. On ne change pas les bonnes habitudes et je vois qu'il y a des privilégiés. Mais bon, c'est ça l'aristocratie. Pour mettre en place tout ce dispositif. Et puis les perspectives pour terminer. Alors, Innovalang, c'est un projet de ANR, donc l'Agence nationale de la recherche, un projet IDEFI. IDEFI, c'est Initiative d'excellence pour l'insertion professionnelle. Et il a été financé pendant 6 années à une hauteur de 4 millions d'euros, donc il y avait quand même pas mal de finances, donc ce qui nous a pas mal aidé. Et ce projet a permis aussi l'émergence du test SELF que la BQF utilise,
dans tous nos centres, nous utilisons le test STEM, système d'évaluation en langue à visée formative, d'accord, qui est mis en place. Apparemment, il marche pas mal, donc il y a des choses à revoir. Alors, pour travailler sur ce projet concret, d'abord on s'est interrogé quel modèle de compréhension orale sur lequel on allait s'appuyer. Alors, on est parti d'un modèle qui s'appelait le modèle de Field. Field, c'est John Field, c'est un psycholinguiste anglais qui a, pendant 30 années de sa vie, de sa carrière, a travaillé sur les problématiques de compréhension de l'oral. Il a été partout dans le monde, là où on enseignait l'anglais, avec le British Council, bien évidemment. Et donc, il a quand même balayé complètement le terrain. Alors, son modèle, c'est un peu le modèle qui est à peu près attesté, reconnu un peu partout. Donc, il pose d'abord comme base le décodage. Lorsque vous entendez quelque chose, il y a un phénomène de décodage, il y a toute une série de sons qui arrivent à l'oreille, et ces sons, ils doivent être analysés pour les remettre au regard de l'appareil linguistique et du système oral de la langue cible. D'accord ? Tout le monde, toutes les langues passent, ce processus est nécessaire. Ensuite, une fois que ce décodage se fait, à un moment donné, il y a ce que moi j'appelle une instantiation sémantique. C'est-à-dire, comme en informatique, on a des variables, ces variables n'ont pas de valeur, et au cours du développement d'un programme, elles prennent une valeur. Et donc, on parle d'instantiation de la variable. Et là, c'est pareil, à un moment donné, il y a une mise en correspondance dans le groupe de phonèmes avec quelque chose que l'étudiant reconnaît dans sa base de ressources, sa base de connaissances. Et donc, il repère un mot. Je mets entre guillemets le terme mot, d'accord ? Mais ça, ces deux étapes-là sont nécessaires pour le démarrage. Ensuite, une fois que ça s'est fait, il y a une analyse qui se produit et qui va attribuer un schéma syntaxique à ce groupe de mots. Donc il va le reconnaître complètement dans une succession de mots. Puis il va construire un sens, il va contextualiser cette nouvelle information avec l'information qu'il a déjà en mémoire. Et puis il va construire la construction du discours, intégrer cette information à ce qui vient d'être entendu. Ça, c'est globalement le schéma, le modèle de la compréhension orale. Alors notre propos, nous, on ne s'attache pas à l'ensemble du processus. On s'est attaché aux deux premiers aspects, le décodage et l'instanciation sémantique. Pour vous donner une image, pourquoi ça nous intéresse? Parce que lorsque vous demandez à vos étudiants de trouver le mot-clé dans un document oral, vous présupposez que ces deux phases ont été réalisées parfaitement et vous n'en savez rien. Et l'étudiant, probablement, il n'en sait rien non plus. Et s'il ne trouve pas les mots-clés, vous allez dire qu'il n'a rien compris. En fait, peut-être ces phases-là qui ont mal été mises en place. D'accord? Donc nous, on s'est intéressé essentiellement à ces deux phases. Alors ces deux phases, elles reposent essentiellement sur des problématiques phonétiques, phonologiques. Donc, pour travailler sur ces aspects-là, on s'est dit, alors, ce processus, bien sûr, il est fait bottom-up, top-down, hein, d'accord? Ça ne s'arrête pas, ça continue tout au long du discours. Tant qu'il y a du son qui rentre dans les oreilles, ça continue comme ça. Donc on s'est intéressé à ces deux premiers aspects, et donc on s'est dit comment essayer de faire travailler les élèves, prendre conscience de ces phénomènes-là. Donc on s'est dit il faudrait développer un environnement qui permette de faire prendre conscience des phénomènes phonétiques, phonologiques qui font des blocages, notamment en anglais, sur l'accès au sens des mots, l'accès au découpage des mots. Hein, je vous donne un exemple, vous connaissez tous l'expression « Do you know what I mean ?» D'accord? Petit à petit, personne ne dit « Do you know what I mean ?» On l'écrira toujours. Hein, et dans la vie courante, ça devient « Know what I mean ?» et maintenant c'est « Not me ». Vous entendez « Not me », ça veut dire « Do you know what I mean ?» Donc vous voyez le gap entre le sens du mot, le sens de cette phrase-là et la réduction qui en ressort. Donc l'anglais a beaucoup de problématiques sur les contractions, des élisions et des raccourcis. Donc ça c'est un vrai problème. Donc comment faire prendre conscience de ça? Donc l'idée c'est de mettre en place un référentiel par niveau. Alors on s'est intéressé au niveau, alors, ce référentiel il a isolé un certain nombre de phénomènes phonétiques, phonologiques, et puis il va lui associer des tutoriels qui expliquent qu'est-ce que c'est que ces phénomènes, et puis des activités qui permettent de manipuler ces phénomènes. Donc on s'est intéressé à, voilà, on a isolé un certain nombre de phénomènes, on est allé jusque de A1 à B1. Au-delà, on pense que c'est peut-être plus facile. Ces phénomènes-là devraient être connus, devraient être capables d'être mis en œuvre dans des processus de compréhension. Et donc vous voyez, on a isolé des phénomènes, je ne sais pas si vous arrivez à lire, on a du mal à lire ici.
D'accord? Donc on s'intéresser bien sûr au phonème, à la syllabe, à l'accent de mots, aux structures d'accentuation, etc. Et pour chaque niveau, on a déterminé qu'est-ce qui est essentiel à l'être. Donc il y a ce référentiel-là, donc on y associe des tutoriels pour chacun de ces phénomènes, et puis des activités qui permettent de manipuler, de travailler, et ceux de s'imprégner de cette difficulté. Alors une fois qu'on a fait ça, on s'est dit, bon voilà, on a ce référentiel-là, donc on peut le mettre en œuvre à n'importe quel moment des cours. Et l'intérêt, c'est de le faire en connexion avec des activités de compréhension. Et on se dit classiquement qu'est-ce qui se passe dans la compréhension. Donc quand vous faites une activité de compréhension, vous passez par une phase de pré-écoute généralement, quand vous essayez de monopoliser toutes les connaissances nécessaires pour comprendre le document. Vous faites une première écoute du texte en continu, sans navigation ni interruption. Et puis après, vous ne donnez pas le choix à l'étudiant, vous faites une démarche traditionnelle qui est je fais une phase de compréhension globale, je donne des questions pour voir globalement s'il a compris le sens, et puis je m'intéresse aussi à des compréhensions spécifiques sur des portions du texte. Donc on s'est dit qu'il serait intéressant d'imaginer une autre démarche. Et cette autre démarche, ce qu'on appelle la démarche de perception COCA, elle va s'intéresser à la notion d'écoute. Et on s'est dit, il y a peut-être l'informatique peut nous aider à imaginer d'autres façons d'écouter ces documents-là. Et on a commencé à réfléchir avec comment on pourrait modifier ou proposer des différentes façons d'écouter. Alors on a mesuré trois choses avec des pauses, et ça, après, c'est l'informatique qui prend en charge. Hein. Il y a un travail de l'enseignant qui est nécessaire d'avoir un document sonore et un script. Ça, c'est le verbe. Et à partir de là, ce qu'on veut, c'est que l'informatique se charge de pas mal de choses automatiquement. Donc, par exemple, par pause, une écoute libre, une écoute par segment, je vous expliquerai tout ça tout à l'heure. Et puis aussi, imaginer de nouvelles activités autour de l'oral. Bon, ça ne veut pas dire qu'on exclut tous les QCM, les textes à trous et les appariements, mais on veut autre chose. Et puis aussi, on peut imaginer des écoutes digest, c'est-à-dire que la machine, on lui dit, tu fais une playlist d'X segments, qui représente exactement peut-être l'essentiel du document. Ou bien une écoute parcellaire, je lui fais écouter juste un segment pour essayer de mobiliser sa connaissance. Alors on s'est dit, l'idée c'est de dire, je prends mon document sonore et je vais le découper en X segments. Et c'est l'enseignant qui décide quel segment il va mettre en place. Donc il va avoir un dispositif de type enseignant qui va lui permettre de faire ce découpage-là. Et puis, on va lui dire, à chaque segment, donc on a un élément, on sait quels sont les segments, et à chaque segment, on va associer un segment texte, un segment son. Donc, voilà. À chaque segment, on va passer par une base de données, de métadonnées. On va associer à ces segments des métadonnées. Donc, on sait que, par exemple, le segment, il a un numéro. Donc, si le texte il a 20-30 segments, je sais combien de segments il y a là-dedans. Chaque segment a un numéro de segment, il a un timecode de début, un timecode de fin. L'informatique sait gérer ça. Hein. On peut lui dire d'aller de tel timecode à tel timecode, elle sait très bien se débrouiller. Il a un script. Alors, donc on va aller voir. Donc ce qu'on a installé, c'est ça, le timecode, le script. Et puis, on a imaginé des façons d'écouter. On aurait pu, on a imaginé, et ça ce serait dans une deuxième étape, associer une transcription phonétique. Alors, il y a des outils qui permettent de transcrire phonétiquement directement. On pourrait associer une description phonétique. On peut lui associer un ralenti, c'est-à-dire qu'on pourra imaginer que la machine, si l'enseignant a laissé cette possibilité-là, et si l'élève a un souci à un moment donné, de réécouter un segment en boucle, de réécouter un segment au ralenti, etc. Et ça, c'est automatique. Un backward building, alors ça, je ne sais pas si en français vous utilisez ça, mais en anglais, il y a beaucoup d'activités de phonétique, notamment en production, qui commencent par la fin et qui remontent. Hein. Accommodation, alors suivant dans les manuels de phonétique anglaise, il y a shun, modation, accommodation, etc. Donc il y a beaucoup de travail autour de ça. On va imaginer de faire travailler les élèves en écoutant de cette façon-là. Pourquoi on a fait ça? On s'est aperçu, parce qu'on a mis en place un dispositif de Think Aloud, vous savez ce que c'est que le Think Aloud, hein? D'accord? On met des étudiants face à un document et on recueille leurs données. Sauf que le procédé, le système qu'on a mis en place, on a mis un étudiant en face, des étudiants face à un document sonore, on avait connecté un micro pour lui et 2 micros pour nous, et tout ça on a enregistré avec Camtasia.
Et notre prof d'informatique, on avait un enseignant d'informatique qui a travaillé avec nous et qui nous a permis de faire un dispositif qui permettait à l'étudiant d'écouter le document à chaque fois qu'il pensait avoir un problème et cliquer. Et le système repérait là où il s'était arrêté. Et après, on isolait chacun des segments, on lui demandait de revenir dessus et de discuter avec quel était son problème, comment il, etc. Et on s'est aperçu qu'il y a des étudiants qui avaient mis, vous savez, on dit toujours, on émet une hypothèse, Oleg disait ça, hein, en compréhension A, c'est émettre des hypothèses, faire des prises d'indices et vérifier ces hypothèses. Et si les hypothèses sont à vérifier, si les prises d'indices ne correspondent pas, on change d'hypothèse. Et on s'est aperçu que les étudiants ne changeaient pas d'hypothèse. Ils continuaient à garder leur hypothèse et ils faisaient tout pour se convaincre que c'était la bonne hypothèse. Et ils modifiaient tout le reste pour que ça colle dedans. Je peux vous le faire entendre sur un moment, je peux faire des étudiants comme ça. Et puis, on imaginait aussi, inévitablement, s'il y a un gros blocage, d'envoyer le texte du segment. Et puis un lien vers un autre segment. Alors, je vais vous faire voir un peu ce que ça donne concrètement. J'espère que ça va marcher. Voilà, ça va. Alors voilà, ça c'était la maquette qu'on a imaginée, d'accord? Alors, on a intégré dans une plateforme qui s'appelle Caroline Connect. Vous avez entendu parler de cette plateforme? Caroline Connect, c'est une plateforme belge qui est très simple, qui est beaucoup plus simple que Moodle, qui a une vision pédagogique différente de Moodle. Moodle, c'est une vision anglo-saxonne, c'est très linéaire. Je crée une ressource, je mets des activités, je concatène une autre ressource, je mets des activités, c'est très linéaire. L'idée de Caroline Connect, c'est de créer un espace de formation, et c'est l'étudiant qui va choisir de le faire linéairement ou pas linéairement. Donc il y a une vision européenne plus proche de nous. Donc cette plateforme, elle s'appelle Caroline Connect. Elle existe toujours. Alors voilà la vue que l'enseignant, quand il va rentrer son fichier son, et puis vous voyez, il va cliquer sur sa barre d'espace, et à chaque fois qu'il veut donner arrêter un segment, enfin délimiter un segment. Après, il peut régler tout ça. Donc il suffit d'écouter, il appuie. Et puis, il a un petit machin là où il va pouvoir associer des éléments, des métadonnées. Alors ici, vous avez par exemple, voilà, on a le timecode de début de chacun des segments et le timecode de fin de chacun des segments. Et vous voyez qu'à côté, il y a une petite poubelle, on peut l'arrêter, on peut le modifier aussi. Ensuite, on va associer le texte. Alors pour associer le texte, c'est pas très compliqué. On s'est inspiré d'un collègue de Toulouse qui a mis au point un logiciel sur la prosodie qui s'appelle Swarm sur l'anglais. Et donc l'idée, c'est de mettre dans le premier segment l'intégralité du script, et puis de placer le curseur là où on veut que le segment s'arrête, et puis on fait un retour chariot. Le texte qui n'appartient pas au segment va sur le segment suivant, et c'est très facile à faire. Et vous voyez qu'à chacun de ces segments-là, on peut associer nos métadonnées. Alors, je vais vous faire voir ce que ça donne ici. Donc, l'étudiant, il a une écoute active, d'accord? Il dispose de toutes les aides définies par l'auteur à chaque segment. Donc, il va s'arrêter à un moment, le système va repérer là où il s'est arrêté, il va vérifier ce timecode, il va voir que ce timecode, il y a tel segment. Et donc, il va l'isoler, il va vérifier si c'est le bon segment là où il y a une difficulté, et il va isoler ce segment et il va le faire travailler ce segment-là. Donc, s'il y a un problème, l'enseignant sait quel est le problème de chaque segment, puisque c'est l'enseignant qui a décidé quelles aides il a donné à ce segment-là. Donc il sait très bien où se trouvent ces segments. Et donc, tout ça, la machine est au courant. Donc il va se balader comme ça. Donc vous voyez, il travaille en écoute, et il revient, il choisit, etc. Ensuite, il y a un mode autopause, c'est-à-dire que le système, on peut lui dire au système, à chaque segment, tu mets une mini-pause. D'accord? Donc il va l'écouter d'une façon un petit peu plus ralentie pour lui. Mais pas ralenti de segment, ralenti l'intégralité du. Et puis on peut laisser l'apprenant se balader là-dedans et puis se créer des segments lui-même et demander à la machine de lui faire écouter plus lentement, de lui faire écouter en boucle. Ça c'est automatique. Alors je vais vous faire voir un petit peu ce que c'est que cette notion de boucle et de... What we're arguing for is the demolition of the multi-story estates built between 1950 and 1980 and replacing the terrace streets with blocks of railroad tracks locked in. Ça voilà. Il a écouté ça à un moment donné, il a cliqué quelque part, il dit je comprends rien. Donc il va s'arrêter, donc on va lui proposer, on va isoler un problème. What we're arguing for is the demolition of the multi-story estates built between 1950 and 1980 and replacing the terrace streets with blocks of railroad tracks locked in. Demolition of the multi-story estates. What we're arguing for is the demolition of the multi-story estates built between 1950 and 1980 and replacing the terrace streets with blocks of railroad tracks locked in.
Donc l'idée ici, c'est de faire, vous voyez ce que je veux dire, je vais lui proposer d'avoir des écoutes différentes. Alors je vais isoler son problème, je vais vérifier que c'est bien là où il a un problème. Ensuite, je vais lui proposer de boucler. Boucler, ça veut dire quoi? Réécouter automatiquement ça, sans qu'il ait besoin de revenir au début, donc il se concentre que sur. Et on a fait des expériences avec des étudiants, ils pensent que c'est assez intéressant parce que ça leur permet de vérifier que ce qu'ils ont compris c'est bien, et puis s'attacher sur ce qu'ils n'ont pas compris. Donc c'est un apport et une aide pour les étudiants. Alors le ralenti, donc ça c'est une machine qui le fait automatiquement. C'est la machine qui fait. J'avais eu mon chrono. Alors la notion de backward building. Donc ça, le ralenti c'est fait automatiquement, l'enseignant n'a rien à faire. Vous comprenez ça. C'est ça l'intérêt. Quel apport de l'informatique? Ben voilà un apport d'informatique. Between the 1950 and 1980, built between the 1950 and 1980, the estates built between the 1950 and 1980, the multi-story estates built between the 1950 and 1980, the demolition of the multi-story estates built between the 1950 and 1980. C'est une façon de réécouter qui est différente. Et s'il fait vraiment le blocage sur son hypothèse qui est bonne, c'est probablement, ça peut être une aide pour lui dire, bah non, c'est pas du tout ça que je veux dire. Ensuite, de faire un text-to-speech, là aussi c'est automatique. What we are arguing for is the demolition of the multi-story estates built between, say, 1950 and 1980. Et on peut même ralentir le text-to-speech. What we are arguing for is the demolition of the multi-story estates built between, say, 1950 and 1980. C'est bien clair. Quand vous demandez à quelqu'un de répéter, c'est ce qui se passe. Il va répéter. Les Anglais n'aiment pas trop répéter. Quand vous avez un problème, ils répètent la même chose. Mais ça peut être intéressant. Donc vous voyez, on travaille le son que le son, quoi. Il n'a rien, il n'a pas de texte devant lui. Alors on va continuer. Alors, bien sûr, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut qu'à chaque fois qu'on va utiliser, mettre en place un document, il faut qu'on fasse une analyse préalable de l'enseignant en spécifiant quelles sont les difficultés de ce document. Alors l'idée, ce n'est pas de traiter tous les documents comme ça, c'est d'isoler, de créer une base de ressources de préparation A, sur lequel l'étudiant peut aller se référer tout seul à la limite, et travailler tout seul. De cette façon-là, il n'a pas besoin d'un enseignant visible. Mais après, l'enseignant peut reprendre sa tête. Donc ici, on a vraiment fait un boulot intéressant de structuration des documents. Quels sont les problèmes, les difficultés phonologiques? Donc on a repéré le syllable stress, la resyllabification, il y a une consonne qui part d'un mot vers l'autre, etc., etc. Donc on a les deux pages, et l'origine lexicale. Donc on a imaginé des verbes, des mots, isoler les mots qui sont à peu près transparents, qui peuvent se deviner, qui peuvent se retrouver par rapport au français. Isoler aussi des mots qui peuvent être proches, puisque l'environnement peut permettre de les comprendre, ce genre de choses-là. Et puis, on a aussi imaginé, et ça c'est la perspective qui peut aller plus loin, imaginer des activités où on va demander aux élèves de travailler le son. Quand vous êtes en situation de compréhension écrite, vous donnez le document écrit, vous demandez aux élèves d'entourer tous les connecteurs de ce document. Donc ils vont entourer. Et à l'oral, comment on peut faire ça? C'est ça notre problème. Et là, on a imaginé ce qu'on appelle un bornage. C'est-à-dire, on dit à l'étudiant, tu vas écouter ce document, repère là-dedans, à un moment donné, on va te donner le nom du chômeur. Ben, retrouve-le dans cette courbe sonore. Et donc l'idée, c'est qu'il va borner deux endroits, et puis il va donner à la machine, et la machine va voir, moyennant des adaptations avant ou après, si ce qu'il a trouvé correspond à la recherche qu'on a faite. D'accord, ça c'est du bornage. Et la deuxième activité, c'est le repérage, c'est-à-dire au fil de la c'est ce qui se passe dans la vie réelle quand vous écoutez quelqu'un, votre compréhension elle se construit au fur et à mesure. Donc à un moment donné, c'est de vous dire où est-ce que
tu vas écouter quelque chose, arrête la machine lorsque tu entends ce mot, ou ce machin. Par exemple, le nombre de chômeurs, tu vas écouter, quand tu penses l'avoir entendu, tu appuies sur une touche. Et le système va vérifier si, effectivement, là où il a arrêté, c'est bien l'endroit où se trouvait, parce que c'est l'enseignant qui l'a prévu au départ. Donc, vous voyez, ça, c'est des activités que vous ne pouvez pas faire autrement qu'avec ces outils-là. Donc, nos perspectives, j'ai fini. Non. C'est ça. Voilà. Donc ce qui nous reste à faire, c'est préciser l'éditeur d'écoute active et concevoir des parcours en compétences des sociétés. Et de travailler exclusivement la compétence de compréhension morale de manière indépendante. Et puis après, travailler sur des scénarios dans lesquels ça s'intègre avec les autres compétences. Voilà globalement ce que c'était que le comptable. Merci Jean-Yves Petit-Gérard qui nous a expliqué ce que c'était le coca. C'est pas le coca. Non mais je vois ma voisine de droite qui pensait à la coca. Oui, je sais. Le Coca-Cola. Mais donc on va passer au cola. Mais pardon. Voilà. Donc on peut consacrer quelques minutes aux questions sans perdre trop de temps sur notre emploi du temps très serré. Tout le monde est épuisé. Alors moi j'ai une suggestion, oui, très claire, vraiment ça nous montre comment l'outil numérique peut vraiment être à la disposition de l'enseignement de la phonétique d'une manière plus efficace encore parce que la répétition effectivement est un argument de poids pour l'apprentissage. Alors, nous, pour l'utilisation française de la Sorbonne, on nous a fait une proposition une fois qui a été annulée à cause de la crise du coronavirus, qui venait de partenaires chinois. Et en Chine, on a inventé un logiciel qui n'existe que pour l'anglais. Donc l'idée c'était de le créer pour le français, qui n'existe que pour l'anglais, mais alors ça fait la transition avec ce qui va suivre, c'est pour un jeu. C'est un jeu, un serious game, qui consiste qui est sur une application de téléphone qu'on achète, qui consiste à entendre des phrases très connues de films en anglais et les gens la répètent. Et la machine décrypte et donne un score sur 100. Et on répète et répète. Et alors cette fois, c'est le joueur qui n'est pas un apprenant, mais qui le devient en fait. C'est le joueur qui répète. Il peut entendre la phrase autant de fois qu'il le veut, et il améliore son score, et le but c'est de se rapprocher des 100. Alors ça rejoint un petit peu la discussion que nous avions tout à l'heure sur les approximations par rapport à une norme. Là, cette fois, la norme, elle est fixée par un corpus qui est un corpus reconnu de films, qui donc donne une sorte de visibilité internationale à une phrase. Voilà, donc est-ce que finalement ces méthodes peuvent être introduites sous la forme de jeux, de serious games? Qu'est-ce que tu penses des développements possibles? Ça se fait, donc de toute façon, tout repose sur la reconnaissance vocale, en fait. D'accord. Et puis après, les algorithmes. L'objection était celle-là, c'est-à-dire que pour la reconnaissance, pour établir ce score, il fallait un logiciel très onéreux, de plusieurs centaines de milliers d'euros. La reconnaissance vocale, les bonnes reconnaissances vocales, c'est très cher. Mais là, notre objectif en Coca, c'est pas la production, c'est vraiment la réception. C'est comment j'évite les blocages avec comment je passe outre les blocages phonétiques phonologiques qui me permettent d'accéder au sens. C'est ça l'intérêt. Comment on imagine un nouvel environnement qui n'existe pas. Pour l'instant, c'est de la répétition de l'activité. Mais bon, le projet Innovalang est tombé. Donc voilà, ça s'est arrêté là. Rien ne s'arrête jamais, tout à fait. Ce score-là, ce test-là, est-ce que quelqu'un qui répète très bien a compris? Est-ce qu'on ne peut pas répéter sans comprendre? Alors oui, si, c'est le principe. On répète sans comprendre. Voilà. On répète sans comprendre, c'est le principe. C'est pour ça que je voulais montrer que c'était différent. Oui, non, c'est tout à fait différent. C'est tout à fait différent. C'est un jeu coupé de tout programme d'enseignement
Les gens font ça dans le métro. Alors oui, j'ai oublié de le préciser, le principe de ce jeu, c'est qu'on peut faire ça en 5 secondes. C'est finalement de s'approprier une prononciation, 5 secondes par 5 secondes, quand on est dans le métro, quand on a 5 minutes à tuer. Candy Crush. Oui. Et sans comprendre, c'est la méthode perroquet. C'est pas vraiment, c'est pas du tout la même chose, non. Mais ça ouvre l'oreille. Oui, c'est ça. C'est pas complètement inintéressant. Ce n'est pas du tout la même chose, ce n'est pas complètement inintéressant, ce n'est pas un apprentissage de la langue, mais c'est un apprentissage du système phonologique. Voilà.